Salut à tous, c'est Mandibulata. Vous vous êtes déjà demandé quel genre de vie menait la guêpe chiante qui vous piquait en été? Saviez-vous que les abeilles avaient inventé un langage secret? Si vous voulez la réponse à cette question, cette vidéo est faite pour vous. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à là je balance l'intro. Alors les abeilles et les guêpes font partie du même ordre qui est celui des hyménoptères. Un ordre d'insectes gigantesques qui compte plus de 100 000 espèces dans le monde. Les groupes compris dans cet ordre sont très divers, les fourmis, les bourdons, les abeilles, et les guêpes parasites qui composent quand même 53% des espèces d'hyménoptères. Les hyménoptères sont un groupe d'insectes holométaboles, c'est-à-dire que les individus naissent sous forme de larves qui ressemblent à des vers avant de passer par une phase de métamorphose immobile pour ensuite devenir adultes. La lignée des hyménoptères remonte il y a environ 300 millions d'années au Permien. Les hyménoptères sont divisés en plusieurs clades comme les tentraides dont les larves ressemblent à des chenilles et les térébrantes qui sont eux des parasites d'autres espèces. Le clade qui va nous intéresser est celui qui compte parmi les espèces les plus intéressantes du règne animal, les aculéates, les guêpes, les fourmis et les abeilles. Les aculéates sont connus pour leur particularité la plus unique, leur eusocialité, c'est-à-dire leur capacité à former des sociétés complexes basées sur l'intérêt commun de la colonie, avec division des tâches entre les individus, etc. L'infraordre des aculéates se divise encore en plusieurs superfamilles, dont celle des apoidés, les abeilles et leurs cousins. Celle des vespoidés comporte les guêpes, les frelons et les fourmis. Les apoidés comptent environ 11 familles et dont 7 sont vraiment des abeilles au sens propre. L'apparition des abeilles coïncide beaucoup avec celle des plantes à fleurs ou angiospermes, il y a 100 millions d'années au Crétacé avec l'espèce Melitosphex burmensis, qui a été retrouvée fossilisée dans de l'ambre. Le groupe des abeilles est connu pour son régime à base de pollen et de nectar. En effet, ce groupe s'est spécialisé dans la pollinisation des plantes à fleurs, ce qui fait que ce groupe est un des groupes les plus importants du règne animal. En effet, ce groupe est essentiel pour l'écosystème mondial en permettant aux plantes à fleurs d'exister. Ouais, en gros, s'il n'y avait pas d'abeilles, on mangerait que du riz, et manger que du riz, c'est pas très ouf. L'espèce phare de ce groupe est aussi sans doute la plus complexe de toutes les espèces d'insectes, et l'abeille domestique ou Apis mellifera, une espèce répandue dans le monde entier où il est apprivoisé par l'être humain pour utiliser son miel. Le groupe des vespoidés, lui, est divisé en 8 familles, dont les guêpes classiques, les pompiles, les guêpes parasites qui sont super vénères d'ailleurs, et les fourmis. Qu'on va ignorer dans cet épisode parce que je pense que j'ai déjà fait assez d'épisodes sur les fourmis. D'ailleurs, je pense que je vais remasteriser le premier épisode de la chaîne parce que c'est de la merde en fait, voilà. Clairement. La famille des vespidés, les guêpes qui nous font chier en été, sont un groupe très vaste qui compte environ 5000 espèces. Les vespidés comportent les guêpes solitaires et les guêpes sociales. Leur régime alimentaire est beaucoup plus divers que celui des abeilles. Elles peuvent se nourrir d'autres insectes, et même d'hyménoptères. Elles ne rechignent pas aussi de la viande et des produits dérivés consommés par l'homme. Elles peuvent aussi servir de pollinisatrices en se nourrissant parfois de produits sucrés comme le nectar des fleurs ou le Coca-Cola. Elles ont une méthode de création de nids très efficace. En effet, elles mâchent la cellulose du bois et la recrachent pour s'en servir comme matériel de construction du nid. La famille des pompiles, eux, sont une famille de guêpes parasites qui compte plus de 4000 espèces, dont la plupart sont dans les zones tropicales. Pour les joueurs de Ark, ces espèces se comportent un peu comme la Reaper Queen dans Ark. Elle s'en prend aux araignées qu'elle pique avec son aiguillon énorme et paralyse d'araignée. Elle la traîne dans son nid qui est très souvent entaillé de rongeurs, où elle pondra ensuite un œuf sur le corps de l'araignée que la larve dévorera ensuite. Bon, maintenant qu'on a défini ce qu'étaient les guêpes et les abeilles, on peut se focaliser sur les espèces les plus importantes et complexes. Commençons d'abord avec les espèces de guêpes et de pompiles. Commençons avec la guêpe commune ou Vespula vulgaris, la guêpe la plus commune en Eurasie. Oui, c'est bien elle qui tourne autour de nos tables en été et qui nous fait chier. Mais le mode de vie de cette espèce reste passionnant. En effet, le cycle de vie de cette espèce commence au printemps, quand la jeune reine sort de l'hibernation. Elle cherche d'abord des sources de nourriture comme des fleurs dont elle lèche le nectar. 2 à 3 semaines plus tard, elle cherche un emplacement approprié pour construire son nid, comme un terrier ou un endroit isolé dans un bâtiment comme une cabane par exemple. Quand elle trouve son spot, elle commence la fondation de son nid. Elle commence à récupérer des fibres de bois qu'elle mélange avec sa salive pour former une pâte avec laquelle elle construira son nid. La reine commence par créer 10 à 20 cellules et elle pondra un œuf dans chacune des cellules. À l'éclosion, elle nourrit ses larves avec des insectes tués par des piqûres comme des mouches, des chenilles qui réduisent en bouillie. Quelques semaines plus tard, après la fondation de la colonie, les premières ouvrières émergent et ce sont des femelles stériles, dont l'appareil reproducteur est atrophié. Elles se mettent donc à aider la reine à élever le couvain et à construire de nouvelles cellules.
Dès que les ouvrières sont assez nombreuses, la reine arrête toute autre activité que la ponte. Le nid commence avec un rayon d'alvéole et puis au fur et à mesure des rayons s'ajoutent jusqu'à en atteindre 10 à la fin de la saison. Le nid qui fait la taille d'un œuf de pigeon au début de sa création pour atteindre 30 cm de diamètre arrivé à l'été. En été, la colonie se développe de plus en plus et la nourriture devient abondante. Et des femelles fertiles se mettent à apparaître. Elles peuvent produire des œufs, mais comme ils ne sont pas fécondés, ils donnent naissance à des individus mâles. La reine se met à pondre des œufs non fécondés à son tour elle aussi. Vers le début de l'automne, en août-septembre, la colonie atteint son apogée avec un total d'à peu près 7000 individus. Quand l'automne arrive, les ressources diminuent et la reine et la plupart des ouvrières meurent. Les premières nuits froides vers novembre ont raison du reste de la colonie. À part les femelles fertiles qui ont été fécondées grâce aux réserves de graisse et de glycogène qu'elles ont pour passer l'hiver. Elles trouvent un endroit où hiberner et l'année prochaine, au printemps, elles recommenceront le cycle. Cette guêpe mesure environ 1,5 cm pour les ouvrières et 2 cm pour la reine. Cette guêpe joue un rôle très important dans la régulation d'espèces à reproduction rapide comme les mouches et les papillons, qui sans ça pulluleraient beaucoup trop. Continuons avec une espèce vraiment chiante et très invasive, le frelon asiatique, un frelon originaire d'Asie qui a été importé en Europe récemment dans le 21e siècle. Cette espèce de frelon mesure à peu près 2 cm pour les ouvrières et 3 cm pour la reine. La colonie est fondée de la même façon que celle de la guêpe commune au printemps par une femelle solitaire qui a hiverné. La grande différence est que le nid, au lieu d'être situé dans un terrier ou des cabanes, est situé dans les arbres à environ 10 mètres de hauteur. Les frelons asiatiques ont des sociétés qui comptent environ 2000 individus, mais qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 individus dans certains cas. L'alimentation des frelons asiatiques est composée à 85% d'abeilles domestiques, qu'ils capturent en campant devant la ruche comme un joueur Call of Duty. Ce mode d'alimentation pose un grand problème dans les pays où il a été introduit car déjà que les abeilles sont dans une situation pas ouf à cause des pesticides, des parasites et du changement climatique, si on leur rajoute un prédateur inconnu en plus, elles vont pas faire long feu. Le cycle de vie de ce frelon est beaucoup plus long que celui de la guêpe commune. En effet, le nid de cette espèce peut rester actif jusqu'à la fin de l'automne, et les nids de cette espèce sont très épais. En effet, il peut atteindre entre 60 cm et 1 mètre d'épaisseur. Le frelon asiatique est aussi réputé pour sa soi-disant agressivité, mais il n'est pas plus agressif que les autres types de guêpes. Enchaînons avec la guêpe pauliste ou Polistes bischoffi, une espèce de guêpe un peu plus rare que les deux espèces précédentes. Cette espèce construit toujours son nid à l'air libre, sur une pierre ou la tige d'une plante. Les nids sont assez petits et comptent entre 20 et 30 individus. Le nid mesure environ 5 cm de diamètre. Leur colonie ne dure pas très longtemps, en effet, elle dure du printemps jusqu'en août, où la colonie part en couille. En effet, les ouvrières et reines non fécondées pètent un câble et sortent les larves des alvéoles pour les dévorer. Maintenant, enchaînons avec non pas une espèce mais un genre, le genre Pepsis, un genre de compile super vénère. Les espèces de ce genre peuvent mesurer jusqu'à 5 cm, ce genre est répandu sur le continent américain, en Australie, en Inde et en Asie du Sud-Est. Leur cycle de vie est passionnant. En effet, la guêpe Pepsis s'en prend à des mygales qu'elle parasite avec son dard énorme, qui mesure 7 mm de long, ce qui est énorme. D'ailleurs, sa piqûre est classée deuxième parmi les plus douloureuses sur l'échelle de Smith, une échelle qui note la douleur des piqûres d'hyménoptères. La première sur l'échelle étant la fourmi balle de fusil, une fourmi qui donne la douleur d'une balle de fusil. Elle traîne ensuite la mygale dans son nid et elle pond un œuf sur son corps. Quand la larve éclot, elle se nourrit de la mygale et elle sortira de son corps à l'âge adulte. À l'âge adulte, elle se nourrit uniquement de nectar. Bon, maintenant passons aux espèces d'abeilles. Passons à l'Andrenvague, une abeille sauvage qui mesure entre 13 et 14 mm de long. Elle vit dans les milieux ouverts avec beaucoup de sable et d'argile. Elle est largement répandue dans toute l'Europe, les abeilles de cette espèce nidifient beaucoup au même endroit, mais leurs nids sont séparés. Les mâles apparaissent en mars et volent en nuée de 1000 individus à la recherche des femelles pour s'accoupler. À la mi-mars, les femelles commencent par créer des galeries de 25 à 50 cm de profondeur qui se ramifient par 10 cellules. La femelle empile ensuite du sable pour former un monticule de 5 cm de haut, au sommet duquel il y a l'entrée du nid. Dans chaque cellule, la femelle met une boule de pollen et de nectar. Elle pond un œuf dessus avant de refermer la cellule. En avril ou en mai, la femelle meurt et la larve continue son développement dans son cocon. Puis la larve se nymphose en plein été et devient un adulte à la fin de celui-ci. Puis en hiver, elle se plonge en hibernation et sort pour recommencer le cycle au printemps. Passons au bourdon des champs ou au Borbus pascorum, le bourdon le plus commun en France. La reine mesure en moyenne 1,6 cm et les ouvrières quant à elles 1,2 cm. On trouve surtout cette espèce de bourdon dans les milieux riches en fleurs comme les prairies, etc. L'histoire des colonies de cette espèce commence quand la jeune reine sort de son lieu d'hibernation en avril et reprend des forces en se nourrissant de nectar et de pollen. La reine se met rapidement en quête d'un nid pour sa colonie. Elle finit par trouver un nid de rongeurs généralement, dont elle tapisse les parois d'herbe, de mousse ou d'autres matériaux. Ensuite, elle enduit les parois de cire qu'elle sécrète elle-même. Elle construit une première cellule de 5 mm de diamètre qui est remplie de pollen. Elle y pond 5 à 15 œufs et la ferme. Elle construit ensuite une deuxième cellule où elle stocke du miel. Car oui, les bourdons font du miel, les larves éclosent et se nourrissent de pollen. La reine agrandit par la suite la cellule de sorte à ce qu'elle atteigne 2 cm de diamètre.
Une semaine après la naissance des larves, elles ont atteint leur maturité et commencent à tisser son cocon. 2 semaines plus tard, les premières ouvrières naissent. Elles sont plutôt frêles à cause du manque de nourriture. Elles s'activent directement après leur naissance et construisent le nid. Elles prennent soin du couvain et vont lutiner des fleurs. À partir de ce moment, la reine se consacre uniquement au couvain. D'autres lignées d'ouvrières apparaîtront au fil du printemps et de l'été et la colonie se développe. Puis pendant l'été, en août, juillet et vers là, la colonie atteint son apogée avec environ 150 individus. Les premiers mâles et les reines non fécondées apparaissent. Puis le nid se met à dégénérer de plus en plus jusqu'à arriver en septembre-octobre où la majorité de la colonie meurt. Seules les jeunes reines échapperont à ce sort et elles chercheront un endroit où se cacher pour l'hiver, puis recommenceront le cycle le printemps prochain. Passons à un bourdon pas gentil, la Psyttyre vestale, qui mesure entre 15 et 22 mm. Un bourdon parasite des autres bourdons qui adoptaient une des stratégies de survie les plus flemmardes du règne animal. En effet, la femelle s'introduit dans le nid d'un autre bourdon et fait fuir la reine légitime. La femelle psytre crée ensuite une cellule à partir de la cire du nid dans laquelle elle pond ses œufs. Les bourdons hôtes vont ensuite prendre soin de la progéniture de Psytre, et sa progéniture recommencera le cycle. Et finissons avec l'abeille domestique ou Apis mellifera, une espèce d'insecte très spéciale. À l'état naturel, elle se trouve dans les bois clairs et les prairies. Elle est répandue dans le monde entier et les ouvrières mesurent à peu près 1,2 cm. La reine, elle, peut mesurer jusqu'à 2 cm. C'est l'espèce la plus évoluée de tous les hyménoptères. En effet, ces colonies peuvent atteindre un total incroyable de 80 000 individus. Comme le bourdon, cette espèce utilise de la cire pour créer son nid. Les ouvrières façonnent des cellules en forme d'hexagone. Elle place en général son nid dans les cavités ou entre des rochers par exemple. En captivité, l'apiculteur donne directement des plaques de cire préfaites que les abeilles acceptent. Les abeilles ont été domestiquées par l'homme très tôt dans l'histoire, dès l'Antiquité, pour son délicieux miel. Comme toutes les autres espèces d'abeilles, les abeilles butinent les fleurs pour le nectar et le pollen. Le nectar est stocké dans une poche dans le corps de l'ouvrière, le jabot qu'elle peut utiliser pour nourrir d'autres ouvrières, etc. Les ouvrières, pour créer du miel, régurgitent le nectar et se le transmettent entre elles. Avec le temps, le nectar s'épaissit et se déshydrate et devient le bon miel qu'on connaît. Les ouvrières le stockeront dans des alvéoles qui serviront comme réserve en cas de mauvais temps à la colonie. Le pollen, quant à lui, s'accroche sur les pattes antérieures de l'abeille et elle dépose ensuite le pollen dans des alvéoles. Les abeilles domestiques butinent toutes les fleurs en général, même si elles peuvent avoir des préférences pour certaines fleurs comparées à d'autres. Les abeilles domestiques ont une faculté extraordinaire. En effet, elles sont capables d'une forme de communication extrêmement complexe. Par exemple, pour décrire la distance d'une source de nourriture, les ouvrières peuvent faire différents types de danses avec leur corps. Par exemple, si elle est à moins de 100 mètres, la butineuse danse en rond. Si elle est à plus de 100 mètres, l'ouvrière décrit un 8 avec son corps. Si l'ouvrière trouve une source importante de nourriture à moins de 100 mètres de la colonie, l'ouvrière se comporte alors différemment. Elle monte en haut d'un rayon et fait goûter des gouttes de nectar aux autres ouvrières. Elle décrit ensuite un petit cercle autour d'une cellule et les autres ouvrières se mettent à la suivre. Au bout de quelques tours, elle change de sens. Après avoir changé plusieurs fois de sens, elle finit sa danse, puis s'envole. Ses sœurs partent en quête de la source de nourriture dont elles savent la courte distance, et l'odeur grâce au nectar que l'ouvrière leur a filé. Si elle revient d'une source de nourriture abondante et lointaine, l'ouvrière se comportera à peu près pareil. Mais au moment de faire la danse, elle se comporte différemment et elle décrit une figure avec son corps. Cette figure est un 8 écrasé qui, selon son angle, donne l'allocation aux ouvrières de la source de nourriture par rapport à la position du soleil, et aussi en fonction de la rapidité de la danse. Son cycle de vie est très intéressant. En effet, la reine peut pondre jusqu'à 1500 œufs par jour. Ils éclosent au bout de 3 à 4 jours. Les ouvrières se mettent à nourrir immédiatement les larves avec de la gelée royale pendant les premiers jours. Elle est ensuite nourrie de pollen et de miel jusqu'à 6 jours, où la larve s'enveloppe dans un cocon et les ouvrières bougent sa cellule. Au bout de 12 jours, l'abeille naît. Les 10 premiers jours, elle s'occupe du ménage de la colonie. Au bout de quelques jours, elle commence à sécréter de la gelée royale et change de tâche pour nourrir les larves. 10 à 20 jours après son émergence, l'ouvrière qui a développé ses glandes cirières devient bâtisseuse. Elle crée des nouvelles alvéoles de cire et s'occupe de stocker du pollen dans les alvéoles. Au bout du 20e jour, elle commence la dernière phase de sa vie, la phase de butineuse, où elle rapporte le nectar et le pollen au nid. Au bout de 5 à 6 semaines, l'ouvrière meurt de vieillesse. Chaque année, vers la fin du printemps, en mai-juin, une génération spéciale d'abeilles naissent. D'un côté, les mâles ou faux bourdons se développent dans des cellules plus grandes. Ils proviennent, au contraire des ouvrières, d'œufs non fécondés que la reine a pondus. Ils mettent 3 jours de plus que les ouvrières à se développer. Ils sont un peu inutiles, dépendant totalement des ouvrières pour se nourrir. Et en fait, ils servent que à la reproduction. Et de l'autre côté, les futures reines qui sont issues des mêmes œufs que les ouvrières, les œufs fécondés. Et en effet, les futures reines sont placées dans des cellules plus grandes que leurs sœurs. Contrairement à elles, les reines sont nourries de gelée royale pendant tout leur développement, ce qui permet à leurs organes génitaux de se développer pleinement. 16 jours après la ponte, la jeune reine sort de son cocon parfaitement développé.
Sa mère, elle, l'ancienne reine, a quitté la colonie avec la moitié de la population de la ruche en formant un essaim d'abeilles pour trouver un nouveau nid. L'essaimage chez les abeilles se produit chaque année étant donné que la reine vit 4 à 5 ans, la reine peut changer de nid jusqu'à 4 fois dans sa vie. Dans l'ancien nid, la nouvelle reine fraîchement sortie de son cocon s'engage dans une bataille mortelle contre les autres reines. Une fois qu'elle a gagné, elle se fait accepter par les autres ouvrières qui commencent à prendre soin de leur nouvelle reine. La nouvelle reine commence son vol nuptial et s'accouple avec plusieurs mâles en dehors de la colonie. Ensuite, elle regagne la ruche et se fait accepter comme reine légitime jusqu'au printemps suivant où elle recommencera le cycle. Les mâles, eux, ont le bad ending et finissent expulsés de la ruche, ne servant plus à rien à la colonie, et meurent de faim en quelques jours dehors. C'était Mandibulata, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ma foi très intéressante, et à toutes pour le prochain épisode.